Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul, un but partout du Milan sur le terrain de la Roma. Ce soir, ouverture du score romaine à la 4ème, un but de Rudiger. Et égalisation à la 50ème, Kučka de la tête sur un centre de Honda. M'accompagne aujourd'hui Tom, Nico et Soupario. Salut à vous. Ciao. Nico, tu ne t'es pas déplacé aujourd'hui, tu étais devant ton téléviseur, demi-temps, ton verdict. Ben, on pourrait croire, on pourrait se dire surtout que le Milan a peut-être perdu 2 points dans ce match-là, mais sur l'analyse générale, je trouve quand même que le match nul est plus ou moins mérité pour les deux équipes, car à première mi-temps, en rentrant à 1-0 sans les exploits de notre gardien de but, ça aurait pu faire 2 ou 3-0. Donc bon, après on a vu un meilleur Milan, il y en a quand même vu qu'en seconde période, lorsqu'on commence à mettre un peu de rythme et aligner quelques passes, ben, le football c'est tout de suite beaucoup plus facile. Après j'avoue que j'étais surpris de la part de l'équipe de la Roma qui à l'heure de jeu était complètement cramée physiquement, comme la nôtre enfin lors des 10 dernières minutes les deux équipes, alors on n'arrivait même plus à aligner deux passes, c'était des grands ballons ou des centres complètement ratés ou des passes à 10 mètres l'un de l'autre, on voyait les joueurs complètement carbo, ce qui est assez surprenant après une période de vacances où en général ils reprennent un peu pour travailler le physique pour la deuxième partie de saison. Et on s'est rendu compte souvent qu'en Italie, des fois les équipes ont du mal sur le plan physique. Et même là, je suis surpris déjà qu'en début janvier, on a du mal à finir déjà les matchs. Voilà. Alors que c'était historiquement le point fort des équipes italiennes, on n'arrêtait pas de citer ça. On parlait notamment de Ventrone et le préparateur physique célèbre, archi célèbre de la Juve dans les années 90. Tom, demi-temps très différente, les 5 minutes YouTube trimestrielles de Boateng, qu'en as-tu pensé? C'était pas trop mal, c'est après une première mi-temps, on va dire une entame de match horrible, où c'est à se demander si on n'allait pas prendre une petite valise et que Mihailovic allait faire lui ses valises en début de semaine prochaine. On s'est un peu réveillé, bien aidé par une équipe de la Roma qui continue elle aussi à être vraiment pas très bien dans ce championnat en termes de jeu. Il y avait moyen de faire plus, je rejoins globalement Nico, le match nul est mérité. Mais en fin de match, si on avait mieux géré certaines situations, si on avait encore une fois fait preuve de plus de précision, je fais un petit aparté, vu le match qui s'est passé contre Bologne il y a quelques jours, c'était un peu pareil. Il y avait moyen de chercher les 3 points, même si globalement le match nul est assez mérité. Bah, c'est qu'il y a une différence, nous on a un très bon gardien qui sort les parades qu'il faut, tandis que nos attaquants, eux, frappent soit sur la barre, soit au-dessus comme Kučka à la 60ème. Alors je sais que Kučka égalise, etc., il s'est donné machin rien à dire, mais enfin, sur d'ailleurs une belle action de Boateng à la 60ème, ce qui rate c'est immanquable, on peut pas se permettre de rater ça. On a vu Calci contre Bologne, on a vu Niang aussi, on en a vu plein contre Bologne, hein. Et là on ressort, on remet le couvert, c'est vraiment quand même particulièrement désagréable quand on sait qu'on a absolument besoin de points, qu'on a fait des contre-performances à l'appel en première partie de saison. Il est vraiment temps de s'y mettre et c'est quand même une belle occasion de manquer ce soir, Soupario. Oui, c'est une occasion de manquer. J'ai envie de dire ce soir le sursis dur pour les deux entraîneurs, que ce soit Garcia ou Mihailovic. Leurs équipes sont sur une mauvaise phase et continuent à reproduire les mêmes erreurs. La Roma se fait souvent rattraper, n'arrive pas à garder un match et peine physiquement. Et l'équipe milanaise a du mal à produire du jeu et à avoir une identité sur le terrain. Là, chaque équipe a eu sa mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été caractérisée par un retour des Milanais plus agressif dans le pressing, et tout ça a été facilité par l'écroulement physique des Romains. Donc finalement, le nul est assez logique, même si au vu de la dernière demi-heure, les Milanais peuvent avoir des regrets. Bon, on passe aux individualités sans plus attendre, on a décidé de pas faire très long ce soir, de toute façon on va essayer de développer à peu près tout ce qu'on pense en parlant des joueurs un par un. Nico, on parle du gardien Donnarumma qui est encore le meilleur, c'est le plus jeune qui est le meilleur encore sur le terrain ce soir, non? Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas il a été décisif, ça c'est une certitude. Je pense que c'est en termes d'arrêt, depuis qu'il est dans les cages, c'est la première fois qu'il sort deux aussi grosses parades, surtout sur la tête de Rudiger. Celle qu'il met sur le poteau, parce que si celle-là il la sort pas, au bout de 10 minutes on est à 2-0 et c'est peut-être pas aussi le même match qui s'annonce. Donc parce qu'en deuxième mi-temps il a eu aucun arrêt à faire. Donc non, il n'y a rien à dire. Il prend de l'assurance de match en match. Tant mieux pour Alors, nous. c'est vrai, première minute, hein, quand même une première parade face à Sadik. On Oui, rappelle déjà, passe oui, décisive 30 d'ailleurs de secondes. Bertolacci, on va le dire, hein. Ou 30 D'ailleurs les deux secondes. Romains, on va en parler, mais les deux anciens Romains là ce soir c'était pas terrible, hein, côté milanais. Et enfin c'était la 20ème minute quand même, hein, l'énorme arrêt sur arrêt réflexe, hein, on peut le dire. Ça nous a rappelé les plus grandes heures d'Abbiati qui nous sortaient des parades comme ça assez invraisemblables. Donc face à Rudiger, tu fais bien de le dire. Tom, ça t'a fait plaisir quand même une nouvelle fois de voir que monsieur qui n'a pas encore 17 ans, eh ben fait la leçon. Bah, on ne peut plus le qualifier de simple espoir et de simple promesse maintenant.
On attend éventuellement une petite baisse de régime, enfin on attend entre guillemets, parce que nous on n'espère pas, mais on attend une petite baisse de régime qui serait naturelle vu son jeune âge, mais il n'y en a pas, et plus les matchs avancent, plus il progresse, plus il devient bon, et moins il fait d'erreurs, parce qu'au final les buts qu'il prend c'est surtout dû aux erreurs défensives, mais moins à sa propre erreur à lui. Il continue à progresser, on se demande jusqu'où il va aller. Et c'est vraiment un des rares joueurs, on en reviendra après pour Bonaventura et deux, trois autres, mais c'est vraiment un des rares joueurs, on ne peut quasiment rien dire depuis qu'il est sur le terrain. Et il a du mérite parce que, enfin, faut vraiment insister, il n'a pas été aidé par sa défense ce soir. Le milieu défensif du Milan est aux abonnés absents depuis longtemps. C'est vraiment très appréciable. Et encore une fois, on l'a dit lors de la spéciale, on n'en revient pas. C'est-à-dire on fondait des espoirs sur ce joueur à juste titre, puisqu'il avait été brillantissime, il impressionnait même les médias, on en parlait partout. C'est le futur Buffon, ce qui est d'ailleurs aberrant de dire ça toujours trop tôt bien sûr, mais il confirme quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune déception, il joue comme s'il avait 10 ans derrière lui, il nous impressionne. Soupalio, tu le prends à l'Euro alors? Alors, peut-être pas à Euro, mais Mais comme troisième gardien non, parce que lors de la spéciale on avait l'air de dire que ce serait peut-être pas idiot. oui, bah, attendons de voir. Après, l'Italie ne manque pas de très bons gardiens. Moi, personnellement, je vous l'avais déjà dit, je prendrais celui de Bergame, Sportiero, qui fait quand même des belles choses depuis plusieurs saisons. Oui, Après, c'est moi, plus Tom qui était pour Donnarumma, je sais. J'avais juste émis l'hypothèse si jamais Sirigu de continuer à ne pas jouer, mais en soi oui, je rejoins un peu Superlio, la logique voudrait Sportiello. Bon, Après, c'est sa sérénité qui nous impressionne, hein. À 17 ans, être serein comme ça, bien guider sa défense et dégager une telle impression dans ses cages, même contre Bologna, à la fin, il sort quand même un très bel arrêt sur Destro, hein. Donc il continue sur ses bonnes prestations. bon, on passe à la défense, alors là il y a énormément de choses à dire, Nico, tu peux te lâcher. Ben, les 20 premières minutes, même les 25 premières minutes, notre défense a été catastrophique avec quand même une mention spéciale sur Deschilio et Romagnoli et Romagnoli qui ont vraiment tout, mais alors tout raté. Abatté après l'équipe s'est mis la défense s'est mis un peu plus au diapason et a essayé de réparer leurs quelques erreurs. Bon, offensivement, nos deux latéraux n'ont pas apporté encore grand-chose. Après, défensivement, ils n'ont pas non plus, vu que la Roma était moins dangereuse, ils ont été moins mis en danger, mais bon, ils ont su aussi combler leurs erreurs. Zapata, je trouve, a été meilleur que Romagnoli aujourd'hui. Il a même fait un match plutôt bon, le Colombien. Maintenant, bon, on connaît Zapata, hein, capable de faire un très bon match. Et le week-end d'après, de se rater lamentablement. Donc c'est pas pour autant qu'on va le porter au nu. Et Romagnoli, déçu, puisqu'il avait la pression, car il a été formé là-bas. Il y avait peut-être une atmosphère un peu houleuse avec les supporters parce que c'est un fan de Nesta apparemment de la Lazio, donc pour un gars qui a été formé à Rome. En tout cas, bon, quoi qu'il arrive, il a raté son match. Même si en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Je pense qu'il s'est mis au même niveau que l'équipe après en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps était complètement catastrophique quand même pour Romagnoli. Oui, c'est vrai, bah, t'as raison, il faut le dire, de toute façon, c'est suffisamment rare pour être signalé. Oui, Tu il a le parles droit de de rater un Nesta. match après. Il a le droit de Oui, rater un match exactement, il a après, 20 ans, hein. Tu parles de Nesta, je rappelle que le jeune Nesta avait fortement souffert face à Montella lors du derby romain. Totti avait même à l'issue du match, enfin quelques jours après le match me semble-t-il, déclaré à la presse qu'il était plutôt temps pour Nesta, enfin il était temps pour Nesta d'émigrer, ce qui d'ailleurs nous a servi, nous Milanais, et on a fini par oublier ça, et Nesta est devenu un excellent joueur, donc un très grand joueur bien évidemment. Donc on souhaite le même destin à Romagnoli. C'est vrai qu'il est passé totalement à côté aujourd'hui, ça m'a beaucoup surpris parce que ça fait partie des joueurs sur lesquels on aime s'appuyer et sur lesquels on a pu compter depuis le début de saison. Tom, ton avis sur cette défense généralement et puis bien évidemment sur ces individualités donc, qui ont pu te marquer ce soir. Alors déjà un petit mot sur les latéraux, il faudrait m'expliquer pourquoi Antonelli ne joue pas. Alors ça, C'est une consigne de Nico. oui, non mais là, vu la prestation de Deschilio et Abaté, ne serait-ce qu'offensivement ou au niveau des centres, à part servir les ramasseurs de balles à côté des poteaux de corner, ils n'ont rien fait. À Rien. mon avis, tu le verras mercredi en Coupe d'Italie, car apparemment Abaté s'est encore blessé, donc et ce serait une blessure musculaire. Mais c'est ne serait-ce que le choix du coach, je saisis pas comment le cerveau humain peut vouloir d'un Deschilio qui actuellement est mauvais, d'un Abaté qui est vraiment pas brillant non plus, plutôt qu'Antonelli qui, même si on n'est pas tous d'accord sur le niveau d'Antonelli, est quand même le seul qui tient à peu près la route en ce moment. C'est l'interrogation, celle-là je la comprends pas. Au niveau des centraux, alors je rejoins totalement Nico, Zapata et Romagnoli, surtout Romagnoli, parce qu'en plus on attendait beaucoup plus de lui, ont raté leur entame et surtout leur première mi-temps.
Alors en deuxième, ça a été quand même bien mieux, bien aidé aussi par la faculté des attaquants romains de se mettre hors jeu sur chaque attaque. Mais il y avait quand même du mieux en seconde période. Maintenant, on a en droit d'attendre mieux, en tout cas, de Romagnoli. Bon, pour Zapata, on commence à connaître un peu le bonhomme. On sait que s'il est à peu près correct ce jour-là, il faut pas l'aligner dans quelques jours parce que ça veut dire qu'il sera totalement pourri. Bon, ok, Superio. Alors, je trouvais que le match de Romagnoli, comme vous, était très décevant, que ce soit dans le placement, mais aussi dans cette façon très naïve de se jeter face à un jeune joueur comme Sadik côté romain. Après, sa deuxième mi-temps a été meilleure. Ce qui est visible sur ce match, c'est qu'on a un parallèle entre les deux défenseurs centraux des deux équipes. Romagnoli, mauvais en première mi-temps, s'est rattrapé en deuxième, tandis que Rudiger en face a fait plutôt le contraire. Après, Deschilio, ce qui m'a énervé, c'est ses transmissions de balles, toutes ces passes molles qui ont souvent été interceptées et ont créé des problèmes à l'arrière-garde milanaise. Comme vous l'avez dit, Zapata a été plutôt régulier derrière, bien placé, n'a pas été pris dans le défaut. Contrairement à vous, j'ai bien aimé le match d'Abaté, assez solide sur son côté, même si sur le but, il est assez en retard. C'est lui qui est au marquage, j'ai l'impression qu'il prend Gervinho, moi. Après c'est compliqué quand même, hein, le coup franc de Pjanic est quand même super bien dosé, c'est difficile en étant si haut parce que la défense du Milan était sur la ligne pour mettre les joueurs hors jeu. C'est quand même très difficile à défendre, hein, et il faut Mais pas. je sais pas si c'est sa Moi je faute. rends hommage, crois que c'est Zapata. plutôt à l'attaque à la manière dont a été joué le coup franc de la part de la Roma avec un super tireur de coup franc comme Pjanic une erreur de la défense Moi milanaise. j'ai l'impression, enfin Superio tu vas pouvoir terminer bien évidemment, mais j'ai l'impression que Abaté prend Gervinho et qu'il engueule un joueur, j'ai pas pu voir qui c'était, de Zapata. selon Tom ça semble être Zapata, qui a lâché le marquage de Rudiger. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé et j'ai tendance à soutenir Superio. Moi Abaté je l'ai pas trouvé du tout catastrophique aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait bien pris son couloir et j'ai même vu des centres, alors pas extraordinaires mais enfin qui auraient pu trouver preneur si les attaquants avaient fait meilleurs appels, parce que je trouve que les appels des attaquants sont pas toujours de qualité moi. Donc il arrive qu'Abaté rate ses centres, mais il arrive aussi que personne ne plonge au premier poteau, ce qui est grave, parce que normalement quand il y a deux attaquants de pointe, bah il y en a un à chaque poteau, au moins, c'est juste élémentaire. Mais je te laisse finir Superio. Après, Abata était un petit peu aussi surpris de voir que sur ce centre-là, le centre de Pjanic, l'attaquant romain, enfin le défenseur romain Rudiger était seul. Hein. Donc il a vu que Zapata ne le prenait pas, lui sachant qu'il y avait Gervinho dans son dos, a quand même essayé de couper dans l'axe. Donc il n'y a pas eu de communication sur ce Et but-là. on voit toujours pas Calabria au passage, hein, qu'on aimerait bien évidemment, enfin, dont on souhaiterait le retour, mais c'est vrai que ça c'est l'Arlésienne. Après, j'aimerais saluer la rentrée d'Antonelli qui a très bien bloqué Salah, qui n'est pas en forme en ce moment, mais bloquer ce joueur, c'est déjà pas mal. Bon, très bien, on passe au milieu de terrain avec Nico. Alléluia, il n'y avait plus Montolivo sur le terrain. Ouais, les supporters te soutiennent hein, dans cette cause. Ah mais San Siro reste quand même un public de connaisseurs avec tous les grands joueurs, Ils ont qui ont sifflé pu, Maldini. oui, enfin 500 personnes sur 80 000. Oui, La mais différence pour c'est que est-ce Montolivo, qu'ils sont 80 000? non, il y a que 25 000 personnes au stade, mais on est 24 500 à siffler. Donc non, faut savoir quand même que Montolivo, les joueurs qui se font siffler au Milan, il y en a pas des masses actuellement, malgré les résultats catastrophiques. Il y a Honda, Cherchi et Montolivo. Donc si Montolivo se fait siffler, c'est qu'il y a quand même des raisons. Et c'est parce que les prestations ne sont pas à la hauteur. La preuve, il est sur le banc, il est même pas rentré. Mais alors même si ça n'a pas non plus été fantastique, j'avoue que j'ai bien aimé ce milieu-là. J'ai trouvé quand même qu'il y avait plus de physique. C'était beaucoup plus rapide aussi au milieu de terrain. Je trouve que Montolivo ralentit le jeu et en plus n'apporte pas grand-chose par ses passes. Ça, c'est mon avis. Ça dépend des matchs. Quoi ? Ça dépend des matchs. Ça dépend. Oui, enfin, c'est très rare quand même. Mais bon, C'est toi qui le dis. pour finir, donc on va parler des 3 joueurs. Bonaventura, très grosse activité, encore une fois. Il provoque énormément, on connaît son côté dribbleur, en plus ça passe quasiment à chaque fois. Le seul défaut que je lui mettrai aujourd'hui, c'est dans le dernier geste. Il a peut-être tiré trop tôt, ou il s'est trop précipité sur certains moments, où il a frappé au lieu peut-être de faire la passe avec de meilleurs coéquipiers, qui étaient mieux placés. Sinon, Keisuke Honda, je trouve qu'il y a un petit peu du mieux. Enfin, après c'est mon avis, après c'est quand même très loin encore de ce qu'on attend, mais c'est quand même mieux que Cherchi ou autre chose, à défaut qu'on ait rien. Et Kushka, bon ben pour moi c'est mieux que Montolivo. Voilà. Ah bah sur ce match, oui, de toute façon C'est mieux que Montolivo et en oui. plus il a été buteur, malgré tout, il rate quand même une occasion immanquable. Ouais. Qu'on soit défenseur ou attaquant, même s'il n'est pas buteur, il doit la mettre dedans et Non, personne. il a pas le droit. Je veux dire, la différence c'est que nous, Donnarumma a sorti des parades. Nous, c'est Milan qui a tiré à côté, quoi. On n'a pas C'est mis ça. Chelsea, on a pas, même pas cadré nos frappes, quoi.
C'est très exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord sur ce point. Tom. Bah, le milieu, les deux centraux, ça a été. Je m'attendais à pire. Vu la première mi-temps, encore une fois, j'avais l'impression que le milieu prenait l'eau, que Bertolacci et Kučka étaient à la ramasse tous les deux. Mais en seconde période, il y a eu du mieux, surtout de la part du Slovaque, qui était assez convaincant en deuxième période. On lui demandera jamais d'être un brillant technicien, de dribbler 4 joueurs et de faire une passe magnifique. Mais il y avait quand même du mieux. Défensivement, c'était beaucoup plus costaud. Ils ont mis beaucoup plus d'impact. Offensivement, il a apporté. C'est lui qui marque le but, même si, comme l'indique Nico, il aurait dû en marquer un deuxième. Vu le niveau actuel de Montolivo, qui est quand même bien mauvais depuis décembre, voire pourquoi plus De Jong pour joue certains. pas alors? De Jong, c'est le même souci, c'est que De Jong n'a pas le même crédit et le même nombre de chances que peuvent avoir certains joueurs, donc Bertolacci, Kučka qui a quand même souvent été un peu mauvais. Bah regardez, j'ai oublié Bertolacci. Ben oui Nico, j'ai pas Mais, compris. il a tellement été invisible que je l'ai oublié. Eh ben voilà. Mais comme me dit Tom, De Jong, excusez-moi de dire ça, il a eu 3 matchs. J'ai compté, il a joué 4 fois cette année. 4 fois. Ouais. Et quand tu vois Bertolacci, Montolivo et Kučka, même si Kučka reste un joueur moyen, donc il a quand même la différence qu'il a par rapport aux deux autres joueurs, que ce soit Bertolacci, Montolivo, c'est qu'il y a quand même eu, je pense, plus de prestations potables de la part quand même de Kučka que par rapport aux deux autres. Mais Bertolacci à 20 millions, je pense qu'à mi-saison, pour l'instant, on peut dire que c'est un flop quand même. Ah oui, c'est sûr, ouais. Et De Jong va certainement partir, apparemment c'est quasiment fait, on en parle à Leicester ou aux États-Unis. 4 titularisations cette année, voilà. Et Saponara, c'était 2 l'année dernière, je crois. Hein. Il va partir à la Juve. Saponara a quand même dit que c'est lui qui avait apparemment merdé au Milan AC. Ah bah, il est sympa. Il a dit qu'il était peut-être pas mentalement à ce moment-là, il était peut-être pas encore prêt, qu'il n'avait pas fait les efforts nécessaires pour pouvoir y être. Donc bon, après bah, et que maintenant il était peut-être prêt, il a peut-être passé un cap. Voilà. Quelle humilité, parce que dis donc, on peut pas dire. J'ai pensé à toi en voyant ça. Oui, non, mais c'est un ange ce mec-là, parce qu'après ce qu'il a subi, dis donc, dire ça. Non, mais il je est bien. sais, on a tous regretté ici qu'il n'ait pas eu sa Ah chance. ouais, c'est lamentable. Enfin, on va laisser Tom finir quand même. Alors, pour De Jong, je rejoins totalement Nico. Hein, autant je pouvais entendre que dans un milieu à 3 sur le côté droit, parce qu'en partant du principe que Montolivo était devant la défense, c'est pas son poste, ok. Mais dans un milieu à 2, on lui a donné une chance où il a pris ce fameux carton rouge contre le Hellas Vérone. Mais une chance, quand Bertolacci, il a dû faire, j'ai pas regardé, mais il a dû faire une dizaine de matchs. Quand à l'aile droite, Honda ou Cherki ont eu des chances et des chances, De Jong, il en a eu 2 ou 3. Et on le placardise sur le banc et on va le vendre sûrement pour 3-4 millions en Angleterre. C'est une énorme connerie. On devrait essayer de miser sur lui, d'autant que défensivement, lui, on est certain qu'il sera présent. C'est une énigme. C'est un des choix incompréhensibles, un peu comme Antonelli ce soir. Il y a des choix que je ne comprends pas du coach. De Jong en fait partie. Et t'inquiète pas, on va miser sur Boateng, tu vas voir. J'y viens. Alors, Vas-y. pour les ailiers. Alors, on va commencer par Boateng parce que sa rentrée, alors ça me fait du mal de le dire, mais sa rentrée était quand même relativement correcte. Je m'attendais à pire. Bah, tu peux dire bonne, hein, je trouve, Voilà. j'ai trouvé sympa. Moi. On sentait le mec un peu motivé, il a apporté, il a même filé un très bon ballon à Baka où ça s'est fini sur le tir de Kučka. Il a quand même apporté, c'est une belle rentrée. Après, on connaît un peu l'animal, c'est un bon match pour 9 prestations pourries, donc on va pas s'enflammer. Donc maintenant, pour les deux titulaires, je suis très content de la prestation d'Honda. Non pas qu'il ait été miraculeux ou très bon, même s'il y a un net progrès, mais à partir du moment où maintenant, sur l'aile droite, on doit justement choisir entre Cherki, même si apparemment partir au Genoa, Nyang ou Boateng, je pense que je préfère à choisir Honda. Et donc, s'il peut me donner raison sur le terrain en étant globalement satisfaisant, c'est pas mal. Donc là, aujourd'hui, ça a été. Et Bonaventura, très très bon match, parce qu'il avait un sacré client avec Florenzi, et Florenzi a eu énormément de mal, surtout en première mi-temps, où il a passé son temps à accrocher le maillot de Bonaventura qu'il devançait. Ça reste notre meilleur joueur, notre meilleur élément offensif. J'espère qu'on va avoir un semblant de stabilité et de projet, parce que sinon, lui comme Donnarumma, ils vont pas tenir 3-4 ans dans ce Milan moribond.
Ah non, ça c'est sûr, il y a du boulot à ce niveau-là. Puis ce qui est intéressant avec Bonaventura, c'est qu'il est jamais mauvais. C'est-à-dire que soit il est très bon, soit il est excellent, soit il est juste bon comme ce soir, tu vois. Et c'est donc impressionnant de voir que dans une équipe qui sombre, il réussit toujours à maintenir la tête hors de l'eau et à tirer son équipe précisément vers le haut. C'est lui qui fait les décalages les plus dangereux, c'est lui qui techniquement joue toujours le plus juste, même si effectivement il a raté une ou deux frappes et de temps en temps il manquait peut-être un peu de lucidité. Mais en même temps, il est tellement mal entouré qu'on comprend qu'il a envie de tenter sa chance tout seul. Tu m'étonnes. C'est pas en passant le ballon à Bertolacci ou à Boateng ou à je sais pas qui ou à Kuchka qu'il va y avoir quelque chose de dangereux, ou même à Luis Adriano d'ailleurs. Bon, donc non, c'est une pépite ce mec. Et effectivement, faut le garder, mais il faut bien l'entourer, il faut qu'il soit mieux épaulé. Superior, Bonaventura, l'Euro, hein. On est d'accord là. Sans problème. Même, Bon, c'est bien. il pourrait même prétendre à une place de titulaire si Conte veut jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Il pourrait être titulaire en milieu gauche. Ou même en 4-5-1. Hein. Oui, ça il y aura. Il peut jouer partout, t'inquiète pas. Alors, le milieu. Le milieu, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même beaucoup de mal au niveau du déplacement et des appels de balles. Ils étaient beaucoup trop statiques. Après, en deuxième mi-temps, avec la baisse de forme des Romains, c'était surtout visible avec un gars comme Nainggolan, qui est un monstre physique, qui a totalement baissé de pied en deuxième mi-temps. Le milieu a refait surface. Si je devais citer parmi les deux milieux centraux, celui qui a réalisé un meilleur match, je mettrais bien sûr Kuchka pour son engagement, son pressing. Ça fait du bien de voir un joueur milanais faire le pressing. Bertolacci a un petit peu mieux réussi sa deuxième mi-temps, mais que de passes imprécises en première. Il n'a toujours pas encore justifié son transfert et le montant de son transfert. Après, concernant les ailiers, Honda a fait un match relativement correct, avec quand même la passe décisive, il faut le souligner. Il a moins ralenti le jeu que contre Bologna mercredi, donc il peut faire quelques progrès pour améliorer son jeu. Bonaventura, toujours des gros matchs, beaucoup de provocations, il apporte de la mobilité et un semblant de technique au milieu de terrain et de lucidité, et surtout c'est l'un des rares au milieu de terrain qui est capable de dribbler ses adversaires pour centrer, pour amener le danger, créer des occasions. Bien, on passe à l'attaque, Nico. Moi je vais juste finir sur Boateng parce que je pensais j'allait en parler dans les attaquants. Très très bonne rentrée quand même, je trouve, dans le sens qu'il a apporté peut-être sa plus grosse qualité en fait, c'est cette activité et l'impact qu'il met physiquement, parce que c'est quand même une belle bête. Et je pense que ce premier mois, il risque de faire beaucoup de bien au Milan AC parce que il y a eu beaucoup de on-dit sur lui avec ce qui s'est passé à Schalke. Se disant qu'il se comportait pas très bien là-bas. Donc il va avoir envie de fermer quelques bouches. Il faut savoir qu'il a un contrat seulement de 6 mois. Donc s'il faut, il n'a pas envie. On ne sait pas s'il va rester au Milan ou s'il veut peut-être aller chercher peut-être un plus gros contrat en Angleterre ou en Allemagne. Donc à mon avis, je pense qu'il risque de faire beaucoup de bien, surtout avec ce qu'on a. Maintenant, après, on connaît les problèmes de Boateng, c'est problèmes techniques, des coups de folie aussi qu'il peut avoir sur le terrain. Mais on sait aussi qu'il peut avoir aussi des fois des gestes de génie sur des inspirations, comme une fois contre Barcelone sur Abidal. Mais on sait aussi que ça arrive 5 fois par an, Nico. Donc, oui, mais oui, bien sûr. Ouais, là, on va voir sur 4-5 mois, on va lui laisser sa chance. Tu as raison de souligner un point, c'est-à-dire qu'il a envie de re-signer un contrat, c'est ça. Donc il a signé que 6 mois pour Milan. Voilà, il va y avoir une idée de motivation. Tu dis qu'il y a eu soi-disant des problèmes à Schalke. Bon, je suis pas dans les secrets des dieux, mais visiblement c'est pas que soi-disant. On rappelle il a réalisé son contrat, donc. Oui, on rappelle qu'il s'est fait virer de la sélection nationale. Avec Montari. Oui, enfin l'image du Milan c'est juste n'importe quoi. Donc je suis d'accord pour dire qu'il a fait une très bonne rentrée ce soir. Tu as raison sur un point très précis. Moi ça m'a frappé évidemment quand il est entré. On connaît son activité, on connaît en plus en rentrant en fin de match face à une équipe fatiguée. Bien évidemment c'est pas comme s'il avait démarré. On sait que physiquement il répond présent. Malheureusement il a que ça. Et encore une fois il joue pas arrière latéral. Lui il joue milieu offensif ou milieu relayeur au mieux. Donc forcément on attend un minimum de créativité, d'intelligence de jeu. Et le problème de Boateng c'est qu'il a aucune de ces deux qualités. Donc forcément sur le long terme ça va se revoir si tu veux. Le problème c'est que certains ont la mémoire courte, c'est un peu comme les élections, et donc et les gens ont tendance à dire ah Boateng vous avez vu extraordinaire, mais cela dit il faut saluer bien évidemment cette très bonne rentrée. Tu peux parler des attaquants peut-être maintenant. Luis Adriano, j'étais content de le voir sur la feuille de match d'entrée de jeu et j'ai été assez déçu parce que bon Nyang, moi j'ai beaucoup de mal avec Mbaye Nyang, je préfère le Brésilien. Et avec ce Brésilien, on reste sur la fin. Quand il rentre en cours de match, on se dit pourquoi pas plus. Et quand il est titulaire, on se dit bon, on comprend pourquoi 15 ou 20 minutes, quoi. Donc malheureusement, sa place, elle est sur le banc. Et je trouve qu'avoir payé 8 millions pour un mec qui est en fin de contrat dans 6 mois, je trouve que ça fait cher. On parle du CSKA Moscou.
Après, c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais personnage de Luis Adriano, mais je pense que voilà, s'il part à ce mercato, ça va pas me gêner plus que ça. Et concernant Carlos Bacca, bon, bah, il a raté quand même 2 occasions aujourd'hui. Il en met une super belle sur la barre, à pas grand chose près, il met un super but. 64e. Et le coup avec Kouchka et Boateng est quand même très bien joué de laisser passer le ballon entre ses jambes. Voilà, bon, aujourd'hui j'ai quand même vu du mieux par rapport au match contre Bologne où il m'avait un peu déçu. Il y a eu de bons appels, je trouve, de la part de Carlos Bacca. Il a manqué la finition. Tom. Pas grand chose à rajouter. Bacca était vraiment bon. Il a vraiment très peu de ballons potables, on va dire, à se mettre sous la dent. Un peu comme tous nos numéros 9 depuis quelques années d'ailleurs. Mais le peu de ballons qu'il a, il en fait quand même quelque chose de bien. Il a une bonne finition, il a une bonne intelligence de jeu, parce que laisser le ballon pour Kouchka, c'était une idée excellente. Il est un peu court sur le bon ballon de Zapata, où il se retrouve face à face avec le gardien romain. Et À la il y a 59e, ouais, il est un Voilà. peu court, il fait le mauvais geste aussi. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, moi. Donc c'est un très bon attaquant, c'est vrai. Je trouve qu'il est inégal, moi, dans ses interventions. Mais je te laisse continuer. Ouais, je le trouvais un peu court. J'ai pas revu l'action en détail, donc peut-être que tu as raison. Je le trouvais un peu court sur ce ballon de Zapata. Mais après, oui, effectivement, techniquement, enfin, il a effectivement, c'est un peu sur courant alternatif. Mais en termes de finition, en termes d'appel, il a d'excellents appels. Oui. Le nombre de fois où il est à la limite du hors-jeu, c'est impressionnant. C'est ce qui échange d'ailleurs par rapport aux attaquants romains qui eux étaient tout le temps hors jeu. Lui c'était à la limite, mais toujours dans le dos de Rudiger ou de Manolas ou Castan qui rentrait à la mi-temps. Et Luis Adriano, rien à ajouter par rapport à Nico. Je suis pas fan non plus de Nyang et Luis Adriano ne m'a pas non plus fait une énorme impression. Il a de temps en temps un bon petit jeu de haut but, mais hormis ça, c'est vraiment pauvre. Soupadio. Je suis d'accord avec vous pour Boateng. À voir sur la durée, on sait qu'il est capable de faire un ou deux gris-gris qui vont vite masquer des carences et des matchs assez insipides. Sur Bacca, vous l'avez dit, 2 occasions loupées, mais du mieux par rapport à ce qu'il a fait. Pour moi, la vraie déception en attaque, c'est la complémentarité sur ce match Bacca, Luis Adriano, notamment des appels qui n'étaient pas du tout complémentaires. Parfois, les deux faisaient un appel et ne proposait pas beaucoup de solutions au niveau des mouvements par moment. Après, j'ai envie de vous dire, pour le Milan, il y avait un bon attaquant, un jeune attaquant, Paloski, qui ferait Oui. bien dans l'effectif actuel. Donc, surtout Oui. il plante 7 buts dans une équipe comme le Chievo, avec tout le respect que j'ai pour eux, il n'a pas les passeurs qu'il aurait au Milan. Mais tu sais, Superlio, ça fait 2-3 ans que tu fais l'émission, elle existe depuis 6 ans et demi, et ça fait 6 ans et demi qu'on dit ça. Ah, Donc, on milite, hein. Là-dessus on peut dire ce qu'on veut, mais on a milité. Ah hein. bah, on a milité pour Paloski, on a milité pour Saponara, j'ai même milité pour Cristante, alors en ce moment, évidemment, avec ce qui s'est passé avec Benfica, tout le monde se fout de moi, mais... Il a pas l'air maintenant. Hein. Oui voilà, Oui, mais c'est ça, exactement, c'est pour ça, c'est parce qu'on en parle en ce moment dans les médias, on va voir ce qu'il va faire après. Mais je veux dire, on a milité pour tous ces gens-là, on n'a pas arrêté. Darmian nous, aussi. hein. Il y a Qui Matteo ça Darmian. Matteo Darmian Oui, aussi. Darmian, évidemment, Darmian, c'est bien, tu n'étais qu'auditeur à l'époque, mais tu t'en souviens, bonne mémoire. oui. Effectivement, on a dit nous tout ça ici, mais qu'est-ce que tu veux, ils nous écoutent pas, hein, donc on peut pas faire autrement. Vas-y, finis Soupalion, on va parler du mot de la fin après. Après, Nyang, moi, franchement, sur ce match, j'aurais mis Nyang titulaire. C'était l'un des moins mauvais contre Bologna, avec notamment la passe qui a engendré l'occasion monumentale ratée par Cherchi. Et oui, ça vous fait soupirer, mais Cherchi, ça quel gâchis ce joueur comparé à celui qu'il était au Torino. Et pour en revenir à Nyang, il aurait pu apporter un peu plus par sa vitesse sur son entrée. Il a été assez brouillon. Bon, merci Nico, c'est l'heure du mot de la fin. Petite question subsidiaire en plus de ce que tu as, j'imagine, déjà prévu de dire. Pour le titre, tu préfères la Juve ou l'Inter? Oh mon dieu. Ah bah oui, la peste ou le choléra? Bah, Pour j'espère toi. que le Napoli ou la Fiorentina sera champion. Peut-être plus la Fiorentina quand même que le Napoli encore, mais non, sincèrement, si ça peut échapper à soit l'Inter ou la Juve, ce sera très bien. Bon, et alors, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Moi, le mot de la fin, ce sera sur notre coach. Je vois beaucoup de monde qui espérait à certains une défaite pour l'éviction de Mihailovic. Je suis le premier à vouloir son départ. Déjà, le fait qu'il soit même arrivé au Milan, c'est un interiste assumé. Déjà, ça me fait mal au Milan de voir un interiste sur le banc de touche. Maintenant, je pense que ça sert strictement à rien de le virer en cours de saison pour mettre Lippi ou Brocchi, qui sera à mon avis, de toute façon, avec l'effectif qu'il y a, ça ne sert à rien. Donc ça Bah, va si être c'est encore... Capello, moi je veux bien. Hein. Oui, mais c'est des conneries, Capello, on n'a pas les moyens pour payer Capello. Mais non, Capello, c'est 6 millions par an. Milan ne met pas plus qu'1,5 million, 2 millions pour un coach.
Déjà Lippi, je me demande comment il peut arriver. Alors bon, ça sert strictement à rien. Donc de toute façon, la saison, on est à mi-saison, donc à mi-championnat, donc on est à 5 points donc de la Roma qui est 5e aujourd'hui. La saison, on la connaît, ça va être entre la 6e et la 9e place que ça va jouer. On a une grosse possibilité pour aller si mercredi on fait pas les cons face à Carpi en Coupe d'Italie à la maison, on affrontera en demi-finale Alessandria ou la Spezia. Donc un club soit de division 2, soit de division 3. Donc si tout va bien, on aura peut-être la chance au mois de mai de jouer un match, une finale de Coupe d'Italie, ce sera déjà pas mal. Pour ça, autant laisser Mihailovic finir la saison. De toute façon, voilà, le Serbe est venu, ça sert à rien de le virer pour encore faire du bricolage 4 mois et dans 6 mois changer encore. On passe vraiment pour des pitres encore avec ce genre de truc de changer les entraîneurs comme de chemise. On croirait que Berlusconi devient comme Zamparini à Palerme. Voilà, laissons-le finir la saison. Moi, le seul truc que je regrette, et mercredi, quand on voit l'accueil qu'a eu Donadoni à San Siro, c'est quand même dingue que ce mec-là, qui était libre cet été, quand à la fin de sa sortie avec Parme, on lui a strictement rien proposé. Il était même pas dans les noms qui passaient, alors qu'à part à Naples, où il a eu une mauvaise expérience, il a marché partout où il est passé. Bon, Tom. Alors c'est un petit coup de gueule que j'ai eu cette semaine au sujet du mercato, en voyant un peu le mercato que fait la Juve. Donc ils vont apparemment prendre Saponara, Sensi qui est un très jeune joueur du Cesena, et Mandragora qui est une véritable pépite qui appartient au Genoa qui a 17 ou 18 ans. Ils prennent plein de jeunes Italiens, alors que ça fait 1 an, peut-être 1 an et demi que personnellement je vois ces jeunes, je vois qu'ils sont excellents, et je vois surtout que nos dirigeants préfèrent prendre des Boateng, des Cherchi, des Kuchka, des mecs qui n'ont pas le moindre talent. J'ai l'impression, enfin c'est même pas qu'une impression, c'est qu'il n'y a plus de directeur sportif, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus rien, et on laisse la Juve prendre tous les bons joueurs. Et nous, après, on va pleurer en disant ah oui, c'est dommage parce il y a Berardi qui appartient à la Juve, il y a Zaza qui appartient à la Juve, il y a Rougani qui appartient à la Juve. Mais en attendant, si on se réveille pas un peu plus tôt, c'est normal que tous les joueurs partent à la Juve. Et il y a Saponara qui appartenait au Milan, faut le rappeler. Hein. Ouais, lui c'est encore pire. Il y a El Shaarawy aussi, il y a El Shaarawy. Non mais lui on s'en fout, lui. Je ne connais pas ce joueur. Voilà, c'est dommage, c'est qu'avec au moins un bon directeur sportif, on pourrait au moins essayer de choper 1 ou 2 jeunes. Alors encore heureux qu'on arrive à former un peu plus et qu'on a un meilleur vivier interne, on va dire, que la Juve, avec Donnarumma ou Calabria. Mais sinon, pour le recrutement et les recruteurs, on est pathétique. Eh oui, enfin tu m'as piqué mon mot de la fin, mais c'est pas grave. Soupalio. Désolé. Moi aussi, on m'a piqué mon mot de la fin sur Donadoni, donc je le ferai sur quelque chose de totalement différent, en louant les qualités d'un joueur que vous connaissez tous, Lorenzo Insigne, qui a encore mis un but merveilleux contre Torino. Ah oui, superbe. Qui mériterait amplement une convocation, voire même une titularisation en équipe nationale. Oui, il risque d'être en concurrence avec Bonaventura, donc les deux en fait sont exclus. C'est quand exclus. même dingue que les deux joueurs ne soient pas en équipe d'Italie. Moi, ça mais me. Oui, non mais ils sont convoqués. Non. Et derrière El Shaarawy, c'est mieux. Oui, c'est ça exactement. Non mais ils sont convoqués, on va le rappeler. Ils jouent pas. C'est-à-dire qu'ils sont appelés mais ils ne jouent pas. Donc on espère qu'ils seront à l'Euro et qu'ils joueront. Le problème c'est qu'entre les deux, ça va être difficile de faire le bon choix. Après, est-ce que les deux peuvent jouer titulaires ensemble? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que ça semble pas faire partie des plans de Conte. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, puisqu'on va continuer nous à suivre la nationale et on fera d'autres émissions spéciales bien évidemment avant l'Euro. On se retrouvera dans une semaine pour la Fiorentina, donc ce sera dimanche soir, probablement le lendemain d'ailleurs, on verra bien, pour l'enregistrement de l'émission. Messieurs, je vous remercie, je vous souhaite une excellente nuit, je vous dis à très vite, salut! Bonsoir. Ciao.